Cette vidéo pour vous présenter un programme d'accompagnement psychologique des dirigeants que j'ai mis au point à partir de mon expérience de psychologue spécialisée en thérapie comportementale et cognitive, qui sont des méthodes scientifiquement validées et qui ont fait la preuve de leur efficacité pour le traitement, entre autres, du stress et de l'anxiété, et de mon expérience d'accompagnement des athlètes de haut niveau, de préparation mentale. Et il y a pas mal de points communs qu'on va pouvoir faire entre des athlètes de haut niveau et le dirigeant d'entreprise, ne serait-ce que de par les challenges, en fait, et la nature des challenges qu'ils doivent affronter. Donc, alors, en préambule, plusieurs mots comme ça qu'on entend beaucoup dans le champ du développement personnel lié à l'entreprise, donc les soft skills, mindful leadership, intelligence émotionnelle ou relationnelle, etc., et qui sont autant finalement de signes qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance d'intégrer le facteur humain au cœur des plans de développement. Donc ça, c'est une bonne chose, mais la question qui se pose, à mon avis, c'est: à quoi sert-il de se former à des techniques de management et de leadership si on n'en maîtrise pas la composante sous-jacente, la composante psychologique? Donc on part du principe que le dirigeant n'est pas un ordinateur dans lequel il suffirait d'insérer le bon programme pour donner lieu à des réponses adaptées. Ça peut même être contre-productif, voire nocif. J'ai envie de dire qu'on peut essayer de former les dirigeants à des techniques de cohésion d'équipe, par exemple, ou de management bienveillant. Si je suis dirigeant et que j'ai un schéma d'hypervigilance qui m'empêche de lâcher le contrôle, en fait, et de laisser de la latitude décisionnelle à mon équipe, ou que j'ai des schémas d'exigence élevés qui font qu'à chaque fois qu'un collaborateur ne comprend pas vite ce que je suis en train de lui expliquer, je vais avoir des forts sentiments de frustration et d'agacement, eh bien ça va rendre difficile, voire impossible, la mise en place des bonnes stratégies de coaching qui sont traditionnellement, quand bien même elles soient excellentes, enseignées. Et donc ça peut être contre-productif même dans la mesure où parfois on a l'impression que les managers, eh bien c'est comme s'ils étaient en train de lire dans un livre de communication pour parler à leurs collaborateurs, pour manager les collaborateurs, et ils risquent évidemment de perdre en authenticité, en spontanéité, et évidemment ça peut avoir pour effet d'éroder la relation et d'entraîner une perte de confiance, ce qui est évidemment pas du tout ce que l'on recherche. Donc, même si ce programme-là, il n'est pas mis en place spécifiquement pour faire face en temps de crise, évidemment, il prend tout son sens dans cette période actuelle. Donc voilà un petit florilège de termes qu'on entend et qu'on lit sur la toile dans cette période-là: incertitude, complexité, instabilité, ambiguïté. Donc évidemment, autant de termes qui indiquent qu'aujourd'hui, les entreprises sont obligées de repenser, de questionner leur modèle de développement, et le dirigeant peut être tiraillé entre deux directions opposées. D'une part, limiter les dégâts, j'ai envie de dire, et puis d'autre part, on se rend bien compte qu'on ne va pas s'en sortir si on n'arrive pas à identifier des nouveaux scénarios, des nouveaux leviers de croissance, etc., etc. Et le dirigeant peut être pris comme ça dans un numéro d'équilibriste pour essayer de garder le meilleur des deux mondes. Et toute la question qui se pose justement, c'est à quel moment je dois assurer les arrières, à quel moment je dois sortir de ma zone de confort, justement, et prendre des risques contrôlés. Et c'est là où la question de la gestion du stress devient primordiale.
Donc en fait, on voit que sortir de sa zone de confort va être crucial aujourd'hui pour les entreprises et que pour les dirigeants, eh bien, ça implique déjà d'apprivoiser son stress et de s'en faire un allié plutôt qu'un détracteur de sa performance. Alors là, je vous présente un petit peu ce qu'on appelle la courbe en U inversée, qui est très très connue dans le sport et qui est très parlante, et en entreprise aussi. Donc vous avez en ordonnée la performance, en abscisse le niveau de stress, et on voit que quand le niveau de stress est trop bas, la performance ne va pas suivre, hein, il ne va pas y avoir un déploiement d'énergie nécessaire. Plus on monte sur la courbe du stress, et en fait, à un moment, on va atteindre ce qu'on appelle la zone optimale de fonctionnement, le juste niveau de stress idéal pour mieux performer, où les capacités cognitives vont être facilitées, vigilance, concentration, rappel en mémoire d'indices pertinents pour la prise de décision, etc. Et les capacités de traitement de l'information vont être facilitées. Et plus on avance, plus on augmente le niveau de stress, plus on va arriver dans la dernière partie de courbe, où on va perdre cette fois-ci en capacité de discernement, où les capacités cognitives vont être brouillées, il va y avoir des bugs, le comportement aussi, et on va tomber dans le surmenage ou le burn-out. Donc voilà indiquer la nécessité non pas d'éliminer toute forme de stress, mais au contraire de cultiver toujours un certain niveau de stress, le juste niveau, et donc d'apprendre à gérer son stress, de savoir rebondir en cas d'échec et puis utiliser l'échec plus comme un moteur de progression qu'un obstacle, et puis optimiser ses ressources pour faire face à l'adversité. Et l'adversité, c'est d'abord évidemment pour un dirigeant ses propres sentiments de doute et d'intolérance à l'incertitude. Donc ce programme que je vous décris, il se base sur une matrice qui est une analyse fonctionnelle du stress de performance, et donc une sorte de modèle, de modélisation, d'équation du stress. Et l'idée, ça va être de permettre à chaque dirigeant d'identifier ses propres cercles vicieux du stress et de leur substituer des cercles vertueux. Donc d'abord, il faut analyser son stress et décomposer son stress en sous-variables. Et pourquoi on appelle ça analyse fonctionnelle? C'est que pour chaque sous-variable, il va y avoir des solutions qui vont être adaptées. Donc, quand il y a stress, il y a une, potentiellement, ou plusieurs situations problèmes. Donc, je vous en cite quelques-unes. Pour un dirigeant, le pilotage d'un CODIR, par exemple, une négociation en jeu, des entretiens individuels de fin d'année, etc., etc. Et face à toute situation qui potentiellement peut générer du stress, eh bien l'individu, tout individu, va avoir un jeu d'évaluation psychologique très rapide. Il va évaluer d'une part la difficulté de l'enjeu et sa capacité à faire face, et ça va donner lieu à des cognitions, des pensées. Donc ces pensées, allez, de façon binaire, ça va être je suis capable d'y arriver ou je suis pas capable d'y arriver. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je simplifie pour juste que le message soit plus clair. En fonction de quoi un dirigeant va évaluer positivement ou négativement sa capacité à faire face à la situation problème. Alors, en dépit du fait qu'ils soient réellement capables ou pas, certains vont sur- ou sous-évaluer leur capacité à faire face. Et ça dépend de schémas inconscients, de croyances fondamentales inconscientes, par exemple de schémas d'échec ou de schémas de manque de confiance qui vont l'amener à sous- ou surévaluer sa capacité. Donc voilà ce qui influe sur ce processus. Bon, une fois qu'il a fait son évaluation et qu'il se juge capable ou pas capable de faire face, eh bien évidemment, ça va donner lieu à des émotions plus ou moins négatives ou positives. Et là encore, il y a une autre variable qui intervient en jeu et qui va moduler en fait l'expression des émotions. Ce sont des souvenirs d'échecs ou de réussites passées qui sont consignés dans la banque de données et notre cerveau. Donc, en fonction de la dernière fois où j'ai finalement piloté un CODIR et où ça s'est bien ou mal passé, et du souvenir d'échec ou de réussite que j'en ai, eh bien ça reste gravé en mémoire et ça va aller dans le sens de majorer des réactions négatives ou positives de stress. Voilà. Donc, en fonction que j'ai un stress positif ou négatif, évidemment, le comportement qui va suivre ou les comportements ne vont pas être les mêmes et vont être plus ou moins efficaces. Et si c'est du stress négatif, il risque d'être vraiment inefficace et mal adapté et donner lieu à des conséquences potentiellement délétères qui vont renforcer en fait l'impact de la situation problème et renforcer mon incapacité à faire face. Et la boucle est bouclée. Alors, pour un petit peu expliquer la différence entre le programme que je propose et les techniques de coaching habituelles, les techniques de coaching habituelles, en fait, elles vont s'appliquer au maillon comportement. Donc, elles vont essayer d'aider les dirigeants à mettre en place les bons comportements à travers des méthodes de management diverses et variées. Et donc, vous voyez que ça correspond à un petit maillon de toute cette chaîne et que si on n'aborde pas les maillons précédents, eh bien, on risque donc de faire capoter un petit peu toute cette entreprise. Donc, l'idée, voilà, c'est de donner aux dirigeants une matrice
pour analyser leur propre cercle vicieux du stress. À partir de là, ils vont pouvoir dépliquer, répliquer cette méthodologie sur toutes les situations de stress qu'ils rencontrent qui sont déjà existantes. Et une fois qu'ils auront écoulé un petit peu ou réduit toutes les situations de stress déjà existantes, on va se poser la question, donc à travers des sessions de groupe suivies d'entretiens individuels pour aller un petit peu plus profond dans la réflexion et l'identification des scénarios. Une fois qu'on a identifié ces situations de source de stress, ces cercles vicieux et qu'on les a remplacés par des cercles vertueux, éliminer les situations stresseurs actuelles, ben on va aller se poser des objectifs ambitieux, on va aller se créer des stress supplémentaires, sortir de sa zone de confort pour amener son entreprise et puis soi-même à mieux performer. C'est-à-dire qu'au lieu de lutter, d'essayer de lutter contre nos émotions, on change d'émotion. Là où on se sentait avec des sentiments d'incompétence ou d'impuissance, on va avoir un sentiment de confiance, un beau sentiment de confiance. Voilà un petit peu comment on travaille au CPR. Je pourrais vous donner plein d'autres informations, mais peut-être que là déjà, il y a d'autres remarques. Il y a eu une remarque là comment on peut faire pour maintenir le stress collectif au bon niveau? Est-ce que ça, c'est quelque chose en tant que dirigeant, en tant que leader, on peut arriver à atteindre Bon, alors, moi, je ne suis pas spécialiste sur les groupes, d'accord? Mais j'ai envie de vous dire, chaque être humain est quand même différent. Et même quand on est coach d'une équipe de foot, on sait que chaque coéquipier a ses leviers, d'accord? En général, on va savoir ce qui motive ou ce qui stresse un collaborateur. Donc, il faut prendre le temps. Évidemment, ça se fait dans les entretiens d'évaluation. Plus que d'évaluation, c'est de comprendre les personnes et de comprendre ce qui les motive, ce qui les stresse aussi. Et ce qui stresse les gens en négatif, ça va les stresser en positif. Par exemple, si on sait que y a des personnes, c'est la récompense qui va les motiver. D'autres personnes, en fait, c'est quand on leur met une pression positive, ça va marcher avec eux. D'autres personnes, on sait que si on met une pression, ça va faire l'effet inverse. Chacun a ses propres cercles vicieux du stress. Faudrait être un petit peu psychologue, j'ai envie de dire, pour réussir à gérer ses équipes. Et ce qui est pas mal, c'est que quand on fait ces interventions de CPA, vous me direz, Nadège et Jean-Baptiste, mais non seulement on arrive mieux à se comprendre soi-même, mais je ne sais pas vous, mais j'imagine que vous vous dites, tiens, tel collaborateur, il y a peut-être tel schéma, voilà comment il fonctionne, ça nous aide d'être plus tolérants, à voir qu'eux-mêmes, ils ont leur propre vulnérabilité, des fois, qui vont masquer derrière des stratégies d'un petit peu de confrontation, de réassurance, et ça nous permet de savoir mieux les gérer, mieux y répondre. Et ça, je laisserai la parole à Nadège et Jean-Baptiste, peut-être, qu'ils auront quelque chose à rajouter. Moi, je rajouterais bien le fait que c'est le rôle du dirigeant, justement, de créer. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'espace de bienveillance qui doit préexister et qui aide déjà les managers à se sentir déjà un petit peu plus en confiance. Et effectivement, derrière, le fait que celui qui gère et qui mène ce groupe se connaisse déjà bien lui-même, effectivement, c'est un prérequis, et sache effectivement cultiver cette confiance et du coup la diffuser et la rayonner. Et effectivement, le fait de connaître ces outils, d'avoir fait ce chemin-là, permet de comprendre aussi que, voilà, il y a des fonctionnements qui sont différents. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure quand tu parlais des différents schémas de croyances, et on l'a bien vu, nous, dans le groupe dans ma promo, en l'occurrence, où on découvrait les schémas de chacun. Alors, on les découvrait plus ou moins, mais en tout cas, effectivement, on mettait des mots dessus. Et ce qui est intéressant quand on fait ce travail-là en groupe, c'est que du coup, ça désamorce beaucoup de choses. C'est-à-dire que on se rend compte que ce fonctionnement, il s'explique, il est justifié. Donc, de la même façon que moi, j'ai un schéma de croyance, je comprends que les autres en ont un et que c'est pas forcément le même que le mien. Et du coup, on comprend un petit peu mieux les mécanismes qui se mettent en place dans le groupe. Merci Nadège. Jean-Baptiste, tu veux réagir sur ce… Bah, oui, je peux réagir rapidement. Simplement, je pars d'un principe que chaque être humain est connecté à un autre quand on est dans une équipe.
Et je pars d'un principe que quand on est le manager ou même un subordonné, on capte un petit peu le stress, hein, s'il est positif, de son manager ou de son collaborateur, et inversement. Donc, on est connecté, et par rapport à ça, je dirais par les exercices, enfin du moins l'accompagnement qu'on a pu avoir au CPA par ce module, et comme l'expliquait aussi Nadège, hein, c'est à mieux se connaître quelque part et à mieux maîtriser ces facteurs de stress et autres. Ça favorise automatiquement dans un esprit d'équipe ou de véhiculer quelque part un stress positif. Voilà. Donc moi, je reste convaincu là-dessus que dans notre rôle de manager aujourd'hui et de dirigeant, c'est justement à mieux se connaître à ce niveau-là, permet de véhiculer au niveau des équipes. Et ça a été d'ailleurs le cas au niveau des CPA, au niveau des collègues, des collaborateurs. Ce climat de confiance, étant connectés les uns aux autres, nous a permis aussi d'avancer ensemble. Et au niveau des équipes, et je pense que c'est aussi également la même chose. Chacun absorbe le stress de l'autre, hein. Donc s'il est positif, c'est positif pour tout le monde. Et c'est vrai que si on est dans le négatif, ça peut emmener tout le monde aussi, pas forcément dans le bon sens. Voilà. Et c'est là où il faut être très vigilant dans notre rôle. Et c'est moi là-dessus où je travaille énormément, parce que si on ne l'est pas, à ce moment-là, on n'est pas performant au niveau de l'équipe, et c'est avec une équipe qu'on avance. On n'avance pas tout seul. Et pour On entend maintenir souvent, un bon niveau de stress, il faut être une éponge à stress et un diffuseur de sérénité. C'est un bon résumé, Jean-Noël. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, est-ce qu'il y a une autre intervention avant que ça se termine, puisque l'heure tourne? Non, en fait, j'ai une question, c'est est-ce qu'il faut vraiment, donc en fait, que le dirigeant, il, comment dire, en fait, parce qu'on est tous, en fait, on a tous au quotidien, donc en fait, des soucis personnels, et donc effectivement vis-à-vis, donc en fait, de ses collaborateurs, il faut forcément, donc en fait, faire la part des choses. Et donc moi, ma question, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé, donc en fait, d'une certaine façon, de diffuser du stress, ou même pas forcément vis-à-vis des équipes. C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'en fait, finalement, le rôle du dirigeant, c'est d'embarquer ses équipes sur un projet et d'être étanche sur ses propres émotions, sur ses propres humeurs. Parce que de toute façon, sinon, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, ça influe donc en fait sur les équipes. Mm. Et le truc, c'est qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains, et donc on a soi-même aussi ses propres émotions. Et donc le point c'est que si je puis dire, faut se barricader vis-à-vis d'eux, parce que de toute façon, l'entreprise, c'est une chose, et le perso, c'en est une autre. Alors, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, Donc, moi, je suis diplômé de CPA 2009. Euh, mon métier, je suis conseiller RH et recrutement sur les fonctions de dirigeant, cadre, expert à Lyon. Donc, avec Jean-Noël, on se connaît avec Jean-Noël. Là, je suis en retard parce que j'étais en train de régler un problème entre deux dirigeants qui se mettaient sur la gueule. Euh, la situation, c'est une situation et c'est des trucs que je traite en ce moment pas mal. C'est dans le cadre de fusion-acquisition, de rachat, d'opération de M&A. Entreprise rachetée par un fonds. Le cédant reste un peu dans la boîte et je recrute le suivant pour prendre la main. Et les deux se mettent sur la gueule. L'un ne voulant pas lâcher le pouvoir, l'autre venant prendre justement la suite de l'histoire. Le fond est au milieu, c'est un vrai merdier. Donc j'ai fait j'aurais fait passer les tests de personnalité aux deux, je les ai réunis, j'ai fait une séance, on va pas dire thérapie, mais ils sont venus au bureau, je leur ai dit, bon, allez, si on se parlait en vrai, sans se mettre sur la gueule, quel est l'objectif de l'un et de l'autre, comment on organise ça, etc. Sachant que la passation de pouvoir doit s'organiser sur une année. Donc j'ai fait une séance où j'ai écrit, je les ai fait écrire, voilà. En 6 mois, voilà ce que je fais, en 6 mois, voilà ce que je fais, voilà ce que je te transmets comme info, etc. On a planifié les choses.
j'ai fait ce rôle de coordination. Là, je viens d'avoir le dirigeant qui prend la suite. Ils en arrivent au clash presque physique. Et en fait, il y a des situations qui sont pas réconciliables. Pourquoi? Parce que c'est des états d'esprit, il y a d'autres choses qui se trimballent derrière, en fait. Et c'est pas la première fois que je le vois. Et sur ces opérations-là, je pense que ça doit faire partie, d'ailleurs, parce que moi, je vois des dirigeants diplômés CPA ou autres qui veulent reprendre des boîtes. Je reçois. Et dans le parcours, dans ce que vous faites, qui est très intéressant, je crois que ça fait partie des cas qu'il faut traiter en termes de comportement, d'attitude, de, de planification, etc. En fait, alors d'abord là-dessus, je pense qu'une cohabitation au-delà de 6 mois, c'est dangereux. Souvent, après, ça part en vrac. Et puis, moi, dans la pratique, parce que je vois ça tous les jours, tous ces problèmes sont souvent des problèmes liés à on ne fait pas l'effort de comprendre l'autre, quoi. Dis-moi qui tu es pour que je sache comment tu fonctionnes. Et cette question, même dans un process de recrutement, n'est jamais posée. Or, si on ne sait pas comment l'autre fonctionne, ce qu'il attend, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'il trimballe dans sa vie personnelle ou professionnelle, on va passer à côté des tas de trucs qui, à un moment donné, vous pètent à la gueule. Et s'il y avait en plus une solution toute faite sur les problèmes de management, ça se saurait, on ne serait pas en train d'en parler. Donc ça veut dire qu'en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de réponse type, parce qu'il y a autant de réponses que d'individus. Et après, c'est quelque part une forme de bonne volonté ou pas. Et puis, voilà, c'est très complexe. Et voilà. Mais bon, ces cas-là que je vis en ce moment, je les vis avec différents fonds d'investissement sur différentes reprises d'entreprise. À chaque fois, on va au carton, dans tous les cas, sur des tensions, parce que les choses, en fait, sont pas claires dès le départ. Et le sujet de la clarté sur les règles du jeu, pour moi, apparaissent comme un élément qui est majeur et qui est peu traité. J'avais juste avant, puis après je me tairai, un client qui me dit, bah, la RH, là, elle part en vrac, ça se passe pas, elle s'engueule avec tout le monde, etc. Et en fait, en le faisant parler, le dirigeant, et ben en fait, le problème vient qu'au démarrage de la prise de poste, les règles du jeu n'étaient pas établies. Et à partir du moment où ces règles du jeu ne sont pas établies, le périmètre, la responsabilité, les fonctions, tout ce que vous voulez, à un moment donné, elle était frustrée de ne pas d'être au comité de direction. Et ça ne lui avait jamais été dit. Donc, ça part en live, le truc. Donc, c'est souvent, à mon modeste niveau, c'est souvent malgré tout des problématiques liées à une mauvaise définition des règles, des territoires de chacun, des modes de fonctionnement, de tout ce que vous voulez, qui provoquent ces situations de difficulté ou de conflit. Puis après, les individus, il y en a qui s'entendront, il y en a qui ne s'entendront jamais. Parce que on est comme ça. On a nos caractères, nos personnalités. Et ça, bah, on peut pas tout résoudre. Merci, Eric. Alors, est-ce que Marion peut répondre à la question de Ah, Christophe qui lui disait il il faut y a deux choses. quelque part être étanche ou rester étanche hein, vis-à-vis de ses collaborateurs, ne pas trop montrer ses problèmes personnels, voilà, faire une vraie différence. Ouais. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que Alors, les montrer, non, il ne faut pas montrer ses problèmes personnels, on est clair. Maintenant, se couper et comme si on pouvait changer de costume et arriver, et ça y est, je mets tous mes problèmes personnels derrière, ça, vous me direz, Nadège et Jean-Baptiste, mais je ne sais pas si c'est possible. J'ai envie de dire, comme un sportif de haut niveau, s'il a des conflits familiaux, ça va influer sur sa performance. Eh ben, un dirigeant, s'il a des soucis personnels, ça va influer sur la performance et sa façon de gérer les équipes. Le stress va se transmettre comme les vases communicants. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on travaille sur ces cercles vicieux du stress, ben, on peut les appliquer aussi à ces cercles vicieux du stress personnel, parce que ça va être aussi une méthodologie
d'introspection, d'identification des pensées, émotions, schémas qu'on va, en général, on est le même au travail et à la maison, on a les mêmes schémas. Donc, ça va être intéressant parce que ça va nous permettre aussi d'implémenter ça au niveau perso. Et j'ai envie de dire, la question de l'hygiène de vie et de l'hygiène mentale pour le dirigeant est absolument essentielle. Donc ça, c'est peut-être la réponse pour Christophe. Et puis, pour rebondir sur ce que nous dit Eric, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que implicitement, on pense que l'autre pense comme nous. Il y a plein d'implicites. On pense que l'autre a les mêmes règles de fonctionnement, a les mêmes valeurs. Et du coup, ça pose plein de problèmes de communication dans une équipe parce qu'on va intuitivement penser que c'est évident que les autres pensent que je devrais faire partie du CODIR, etc., etc. Et non, c'est pas évident. Donc ça, c'est vrai qu'aux dirigeants, quand on est... Bon, moi, par exemple, si quelqu'un comme Eric m'expose cette problématique au CPA, déjà, il faut être clair, moi, je travaille vraiment sur le maillon mental. Donc, j'aurais demandé à Eric, c'était quoi vous pensez, c'était quoi vos émotions, comment vous avez réagi. On va d'abord travailler sur sa propre réaction, parce que quand on a deux personnes qui sont en conflit, il peut y avoir des tas de choses qui s'activent chez soi, et c'est quand même la première chose à travailler. Et ensuite, avec les dirigeants, on va essayer de lister le maximum de réponses possibles parce qu'en fait, l'émotion va nous faire avoir une seule réponse. On veut mettre fin en général au conflit, fight or flight. On va vouloir tout de suite régler le problème et au lieu de peut-être de prendre le temps, d'avoir cette tranquillité, cette confiance intérieure, cette sérénité pour pouvoir prendre ce temps d'échange, pas être dérangé par le conflit. Et donc ça, c'est quand même un travail intérieur. Mais après, on va lister toutes les réponses possibles au niveau factuel qui peuvent être, c'est le maillon comportemental, qui peuvent être mises en place. Et là, j'ai envie de dire, c'est pas seulement mon champ, ça va être mon champ, mais ça va être aussi le management, ça va être aussi les pairs, l'échange avec les pairs, ça va être très important, avec des mentors, là au niveau du CPA, des tas de réponses. C'est ça qui est bien dans le groupe, c'est que des tas de réponses peuvent être trouvées, que d'autres ont déjà, des solutions que d'autres ont déjà mises en place et qui vont apporter à ceux qui n'ont pas trouvé des solutions et vice-versa. Donc ça permet évidemment de dégager des possibilités qu'on n'avait pas imaginées pour gérer des situations complexes. Voilà un petit peu les éléments de réponse que j'ai envie de donner. Je ne sais pas si ça répond bien, mais... Merci beaucoup, Marion. On a répondu à la question de Christophe. Oui. Et est-ce qu'on a éclairé Eric? Non, 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 mais Moi, je trouve que le facteur commun qu'on retrouve là dans les deux situations qui sont évoquées, mais à un moment donné, c'est, on revient souvent sur le même terme, c'est à un moment donné comment je crée un climat de confiance pour faire en sorte que les choses ouais, s'amorcent, quoi. Et ouais. en l'occurrence, Eric, dans ce que tu expliques, on est là-dedans, même au-delà de la durée. Je pense qu'à un moment donné, Oui. c'est qu'on arrive à instaurer ce climat de confiance et en faisant en sorte que les gens, que les deux personnes qu'on a en face, avec les différences qu'elles peuvent avoir et la capacité qu'elles ont à exprimer leur motivation, parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi, il y a aussi ce sujet de communication. Dans les deux cas de figure, on retrouve ce point-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens restent clivés sur leurs croyances, sur leur manière de réagir. Et du coup, la confiance est rompue. Donc, dans ces cas-là, moi, je gère moi-même des groupes parce que je pilote des projets. Et de la même façon, voilà, on fait souvent face à des réticences ou des gens et donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, pour faire avancer le projet, je suis obligée de remonter sur cette couche de confiance, de remettre les gens en confiance ou d'aller interpeller le sponsor du projet pour dire, OK, là, il y a un sujet qui fait que les gens ne coopèrent plus parce que Ouais. voilà, pas en confiance et qu'il faut redonner du sens, du contexte, etc. Il y a un autre point, par contre, les gens sont très bien. Moi, j'utilise souvent cette expression. Lorsqu'un manager est aligné avec lui-même, là, c'est clair, les gens le perçoivent très bien. Que ce soit dans une mauvaise situation ou une bonne situation, les gens perçoivent très bien que la personne est claire avec elle-même et qu'elle est alignée. Donc,
Enfin, moi, je fais passer souvent je sais pas si vous l'avez passé, enfin, moi, je suis certifié MBTI et sur le disque, Mm. je fais souvent passer le disque, et en fait, quand on voit des écarts de comportement entre naturel et en situation, là, déjà, ça part mal. Euh, enfin, un des constats que je fais, c'est que les personnes alignées dans leur façon d'être, dans leur comportement, dans leur réalité, dans la relation à l'autre, généralement, ça se passe quand même mieux. Parce que les gens le perçoivent très bien. Ah bah lui, il est vrai. Lui, ce qu'il me dit, je le crois. Ah, je le perçois, je le perçois. Il peut me dire, j'ai fait un travail de singe, je le perçois bien, au même titre lorsque j'ai une bonne information. Par contre, dès que c'est un truc qui est un peu fabriqué, qui est un peu factice, enfin, posez-vous la question, tous, là, nous, euh, Ouais. ça sonne faux et ça déconne. Mm. C'est clair. Mm. Mm. Puis le stress, il y a des moments où il faut savoir faire sortir aussi. Mm. Là, chaque coup de gueule, ça fait du bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un impact derrière qui fait tout envoyer en l'air. Mais c'est humain, ça fait partie des. C'est humain. Après, chacun exprime comme il peut, Et comme il est. d'où cette idée dont j'ai fait part au départ, qu'il Oui. ne suffit pas d'introduire un bon logiciel et il n'y a pas un type de Non. dirigeant idéal. Non, il y a que des êtres humains et il faut composer avec qui on est. Et D'accord. simplement réussir à gérer ce surplus d'émotions pour pouvoir rester aligné avec soi-même. Donc là, oui, Hum. Et je puis, vous rejoins. vous l'avez dit tout à l'heure, les accidents de vie, le parcours de vie des managers, ils ne laissent pas leurs problèmes à la porte d'entrée du bureau. Hein. Ils le trimballent toute la journée. Hein. Sûr, ça se voit, on croit se barricader, mais ça se voit plus que jamais de toute façon. Voilà. Il faut Donc en être ça, conscient. tiens, pourquoi il fait la gueule ce matin? Combien de fois on se l'est dit, là? Voilà. Donc c'est la vie, en fait, c'est la. Mais de tout, ben, on sait que s'il fait la gueule, on va peut-être pas aller le faire suer dans la demi-heure qui suit. Voilà. Et- Et ce que je trouve intéressant par rapport à ce que vous exposez, c'est que, et ce qu'on se dit là aujourd'hui, c'est que vraiment, on prend conscience du rôle et de la responsabilité alors du dirigeant, du leader, enfin même de l'humain, j'ai envie de dire en tant que tel, sur le fait d'arriver effectivement à s'aligner. Je suis convaincue de ça, effectivement, et moi, je l'ai vraiment touché du doigt dans les groupes que j'ai pu gérer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on m'a fait ce renvoi d'image en disant, on sent que tu as confiance, on sent que tu sais où tu vas. Donc voilà, les gens, du coup, se sentent en confiance. Et donc, en tant que voilà, dirigeant, c'est primordial de travailler là-dessus. Euh, parce que non, on ne peut pas laisser effectivement, on en a tous des problèmes, des hauts, des bas, des moments où ça va, des moments où ça va moins bien, c'est juste la vie. Et on ne peut pas se barricader et se dire, OK, je mets mon masque et j'arrive dans l'entreprise. On sait, enfin, il faut se rendre compte que c'est effectivement impossible. Et au contraire, ça se voit énormément. Et c'est là que ça crée la méfiance. C'est là que ça crée la méfiance, alors que lorsqu'on arrive en disant simplement, OK, juste savoir exprimer le fait de dire aujourd'hui, OK, ça va moins bien, et de le dire, ça, ça, ça recrée la confiance. C'est-à-dire, OK, je comprends, je le sens crispé, etc. Il m'a confirmé qu'il était crispé. OK, très bien. Ça préserve, on n'est pas obligé de s'étaler, et loin de là, hein, mais simplement de le dire, effectivement, permet de dégonfler et de désamorcer ça. Et c'est marrant parce qu'Éric, moi, je comprends un peu enfin, ta situation, parce qu'on se retrouve avec, à un moment donné, il faut être médiateur dans la situation que tu C'est le as, cas. c'est être médiateur et savoir faire fonctionner deux personnes ensemble. Et le médiateur, du coup, il est super important parce que si le médiateur, c'est inspirer la confiance avec l'un, c'est inspirer la confiance avec l'autre, ça permet de faire avancer la situation. Jean-Noël, d'ailleurs, dans le parcours super, ce serait pas mal d'évoquer ce sujet de la médiation dans le management. Ça peut être un truc. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire parce que l'heure tourne, voilà, l'heure tourne, il est 8h43, donc on a déjà largement dépassé le temps qu'on s'était donné. Donc on va devoir arrêter là parce qu'il y a certains d'entre vous ont des rendez-vous.
Donc donc effectivement, la médiation peut être un autre sujet qu'il faudra aborder plus tard. Je tiens à remercier vraiment Marion pour voilà, sa participation, ses éclairages. J'espère que ça a été profitable pour tout le monde. Et puis bien sûr, Nadège et Jean-Baptiste pour leur courage et leur témoignage de participants au CPA. Voilà, et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. On est en période de recrutement, donc n'hésitez pas à nous envoyer des candidats pour le prochain CPA qui démarre novembre 2024. Et puis je vous dis au plaisir de vous retrouver tous. Que là, vous êtes tous Et, en cursus de CPA ou vous êtes diplômés? non, il y a Nadège est diplômé, Jean-Baptiste est en position de lettre. Alors, Merci je peux beaucoup. témoigner, je peux témoigner, Chamonix, là-dessus. Merci. Moi, je l'ai fait en 2008. Bonne soirée. C'est vraiment une transformation totale. Ah ouais. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Merci Eric. Je témoigne. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci.